Bonjour Michel Onfray, Bonjour. très heureux de vous accueillir. Vous êtes philosophe, peut-être l'un des plus célèbres aujourd'hui en France, en tout cas parmi les vivants, traduit dans 25 pays, créateur de l'Université populaire de Caen. Vous publiez Le magnétisme des solstices aux éditions Flammarion, on y viendra tout à l'heure. Commençons peut-être par cette préface que vous signez, celle du livre de Didier Pleu, Françoise Dolto, La déraison pure. Vous y allez au vitriol, Michel Onfray. Vous parlez d'une femme toxique qui discrédite parents, éducateurs et enseignants. Mais qu'est-ce que vous reprochez à Françoise Dolto? Rien de très particulier, il suffit juste de l'écouter, de se dire qu'elle a dit beaucoup de sottises en matière de pédagogie, d'éducation, et que pendant des années, elle a servi une soupe sur les ondes qui a été terrible, en laissant croire aux parents que les enfants étaient le centre du monde, que les parents étaient toujours coupables, que les enfants voulaient, pour les garçons, coucher avec leur mère et tuer leur propre père. Il y a une espèce de délire sur l'idée que les inconscients communiqueraient, qu'on n'aurait même pas besoin du langage. Enfin, une pensée totalement magique qui a eu droit de citer parce que c'était la psychanalyse, parce que c'était une femme, parce que c'était la radio. Et elle a fait beaucoup de mal, me semble-t-il, parce qu'il suffit de regarder aujourd'hui où en sont les relations parents, enfants, ce que sont les enfants qu'on n'a pas construits, qu'on a déconstruits. Et je pense que je n'y vais pas au vitriol, parce que quand on se contente de lire ce qu'elle a écrit, d'écouter ce qu'elle a dit pendant des années, c'est sidérant de bêtises. Mais en même temps, c'est l'époque. Et on a dit Mais beaucoup de on bêtises. peut s'opposer à une école de pensée, Michel Onfray, sans vouloir décrédibiliser totalement quelqu'un, en affirmant qu'elle était pétiniste et que là, du coup, on peut plus l'écouter, Mais quoi. j'ai pas dit ça. J'ai juste dit. Ah non, 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 mais j'ai pas dit elle est pétiniste donc on ne peut plus l'écouter. J'ai dit on ne peut plus l'écouter parce qu'elle dit des bêtises, virgule, elle était pétiniste, virgule, elle a menti sur son enfance et son adolescence, virgule, etc. C'est-à-dire donner des informations. Ce qui est sidérant, c'est que ça se retourne contre moi, en l'occurrence contre Didier Pleu, mais je veux dire ça se retourne Mm. contre moi simplement parce que je dis la réalité. C'était la même chose avec Freud. On m'a traité de nazi, Elisabeth Roudinesco m'a traité d'antisémite, etc. Ouais, parce alors que d'ailleurs, Elisabeth Roudinesco conteste, hein, évidemment, non mais c'est son ouais, métier de ouais. contester la vérité, donc elle en a fait une profession. C'est-à-dire Freud par exemple défend Mussolini, défend Dollfuss qui est un fasciste, et c'est moi le fasciste. Parce que j'ai dit que Freud défendait les fascistes. On dit de Françoise Dolto qu'elle était abonnée à l'Action française, qu'elle avait des sympathies pour Pétain et que dans certaines lettres, elle dit heureusement que le maréchal arrive, ça va nous sortir de ce mauvais pas. Et c'est moi le méchant. Et ça, Elisabeth Roudinesco le reconnaît d'ailleurs. Bah, elle aurait du mal à. Enfin, je veux dire, Mm, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont dites là-dedans, qui sont vérifiables dans les correspondances, dans l'œuvre et dans le restant. Maintenant, c'est la pensée magique. Il y a des gens qui, dans les années 70, croyaient que la vérité du prolétariat était en Union soviétique et que la vérité des relations humaines se trouvait dans l'inconscient. Aujourd'hui, on en est revenu de l'Union soviétique, mais il y a toujours des gens qui considèrent que l'inconscient freudien, c'est l'inconscient tout court. C'est la névrose de Freud qu'on nous a présentée comme une vérité scientifique. Heureusement que les jeunes générations n'y croient plus beaucoup. La vieille génération, dont Elisabeth Roudinesco, y croit encore. Et cette vieille génération, elle est encore au pouvoir parce que, enfin, elle est encore beaucoup au pouvoir dans la presse. Il y a beaucoup de gens qui défendent cette vieille fiction freudienne, ou dans un certain nombre de cabinets où aujourd'hui, ces gens-là font la loi. Didier Pleu est psychologue à Caen et il me dit toute la misère qu'il a pu récupérer simplement parce qu'on a fait savoir aux parents qu'ils avaient tort et que leurs enfants avaient systématiquement raison, qu'il n'y avait plus de loi en matière de pédagogie et que finalement il fallait laisser l'inconscient parler, il fallait laisser les enfants s'exprimer, qu'ils avaient le droit de crier, de sauter sur les sièges, de déchirer tout et de déchiqueter tout. Il y avait probablement une responsabilité, pas probablement, sûrement une responsabilité des parents et que les enfants n'étaient coupables de rien. Didier Pleu a écrit un certain nombre de livres sur l'enfant roi et il fait effectivement la démonstration que les enfants ont besoin d'éducation, de loi, d'autorité, d'ordre avec des choses du genre ça se fait, ça ne se fait pas, ça se dit, ça ne se dit pas, on se comporte comme ceci mais on ne se comporte pas comme cela. Françoise Dolto donnait systématiquement raison aux enfants et tort aux parents sous prétexte qu'ils éduquaient mal leurs enfants parce qu'ils ignoraient les mécanismes de leur inconscient. Mais C'est une fiction. Michel Onfray, il n'y a pas un peu de mesure à avoir? Il n'y a rien à sauver dans le travail de Françoise Dolto? Il y a des choses à sauver, mais indépendamment de Dolto ou de Freud, il y a des choses à sauver dans l'idée que la psychologie, et pas seulement la psychanalyse, mais la psychologie a surgi au XIXe siècle et nous a dit que nous étions fabriqués par un inconscient. L'idée que notre inconscient soit freudien, c'est une fiction.
Que l'inconscient existe, ça oui, mais pas seulement l'inconscient de Freud. Aujourd'hui, quand on dit inconscient, tout le monde pense inconscient freudien. Et c'est bien la preuve qu'effectivement, il y a eu une espèce de totalitarisme du freudisme parce qu'il y a un inconscient et qu'il n'est pas obligatoirement freudien. Alors l'intérêt, si vraiment vous voulez me faire dire des choses positives sur la psychanalyse, c'est qu'effectivement, la psychanalyse a mis sur le devant de la scène qu'il y avait en nous des forces sombres, obscures et qu'il fallait s'en occuper. D'accord, allons-y pour ça. Mais la psychanalyse s'en est mal occupée. Donc on peut s'en occuper autrement, différemment. Il y a un tas de psychologues, de jeunes psychologues, et une nouvelle génération de psychologues aussi, qui est capable aujourd'hui de penser l'inconscient, mais complètement libéré de Freud, comme d'autres à gauche sont capables de penser la gauche, indépendamment de Marx, de Lénine, de Mao, de Trotsky et des vedettes des années 70. Voilà, je renvoie en tout cas à la lecture de ce livre et de cette préface, un livre écrit par Didier Pleu, Françoise Dolto, La déraison pure. C'est aux éditions Autrement. Michel Onfray, vous êtes notre invité toute la journée. On se retrouve tout à l'heure. Le philosophe Michel Onfray, parlons de cette université populaire que vous avez créée il y a une dizaine d'années à Caen. Vous racontez tout ça dans un petit livre aux éditions Librio, Rendre populaire la raison. L'idée, c'était d'enseigner la philosophie autrement. Mais qu'est-ce que vous reprochez aux universités classiques? C'est plutôt l'université classique qui me reproche des choses. Moi, je fais rien contre l'université classique. Vous avez créé cette université voilà. en réaction tout de même. Non, parce que moi, quand j'ai soutenu ma thèse, ma directrice de thèse m'a proposé de rentrer à l'université, de devenir professeur d'université. J'ai refusé. J'étais prof dans un lycée technique. Je suis resté 20 ans avec mes élèves de lycée technique. Donc, je ne suis pas un frustré de l'université. Je n'ai pas fait ça en disant j'aurais aimé être professeur à l'université. J'ai refusé. Donc, je l'ai fait simplement parce que l'université officielle, elle enseigne des choses institutionnelles. Elle enseigne que Platon est un grand philosophe, qu'avant Platon il y avait des présocratiques, etc., etc. Et puis on s'aperçoit que Platon est peut-être un grand philosophe, mais Démocrite est sûrement plus grand. Et que les gens qu'on nous présente comme des présocratiques, certains survivent 40 ans à Socrate. On se dit tiens c'est drôle, moi j'ai fait 8 années à l'université, on m'a jamais enseigné ça. On m'a enseigné même des choses qui allaient à l'inverse de ce que l'évidence nous enseigne quand on va voir directement les textes. Et puis l'université, elle enseigne des choses qui sont utiles et qui sont monnayables. On a un diplôme, puis on peut passer des concours, puis on peut devenir professeur, et puis voilà. Mais on n'a pas besoin de philosophie pour vivre quand on est à l'université. On peut être kantien dans son cours, c'est-à-dire exprimer l'excellence de la morale, et puis quand on sort, violer des petits garçons. Donc il y avait une espèce de séparation entre ce qu'enseignaient les enseignants et ce qu'ils pratiquaient, ce qu'ils vivaient. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de retrouver l'esprit de la philosophie antique, c'est-à-dire qu'on enseigne ce qu'on pratique. Et on pense ce qu'on pratique. C'est-à-dire que la philosophie, ça sert à vivre, à bien vivre, à mieux vivre. Et s'il y a intérêt à lire Montaigne, c'est pas de savoir combien de fois il aura cité Épicure ou combien de fois Sextus Empiricus, mais c'est de savoir comment lui vivait dans sa tour, non loin de Bordeaux, et comment nous pouvons vivre, pas forcément dans notre tour, je veux dire, comment on peut inventer notre existence. Donc ce que j'ai voulu faire dans mon cours, mais on oublie souvent que l'université populaire, c'est une quinzaine d'amis, une vingtaine d'amis, qui enseignent notamment la psychanalyse, parce que je souhaite que ça puisse être contradictoire, qui enseignent l'histoire de l'art, l'architecture, la musique, la littérature, la politique, etc. Parce que je souhaite que ce soit des lieux de débat et d'investissement personnel. On est tous bénévoles, on n'est pas payés. Moi, j'ai démissionné de l'Éducation nationale, j'ai renoncé à un salaire il y a 12 ans. Mes amis ne sont pas payés, moi non plus. Aucun personnage de l'université populaire n'est payé pour un cours donné. Et les cours sont gratuits? Les cours sont gratuits, on ne demande rien à personne. Alors, ça a un succès évidemment considérable, et pourtant, on apprend que vous quittez Argentan, qui est le lieu historique de cette université. Pourquoi ? Non, le lieu historique, c'est Caen. C'est l'université populaire de Caen en 2002. Après, j'ai créé une université populaire du Goût à Argentan, qui était ma ville natale, la ville dans laquelle j'habitais. Ma compagne est décédée il y a 2 mois, et il se fait que je trouve que la municipalité m'a pas facilité la vie pendant des années. J'avais créé une université populaire du théâtre, on m'a refusé du prêt de matériel. Enfin, je dis, je ne suis pas désiré dans cet endroit, donc je vais faire ailleurs ce que je faisais à Argentan. C'est-à-dire que l'université populaire du Goût se déplace, elle va avoir lieu à Caen, notamment en matière d'œnologie, c'est un scoop que je vous donne, et l'université populaire du théâtre, elle va se déplacer à Chambois, qui est mon village natal, 500 habitants, et on va continuer dans le même esprit, c'est-à-dire bénévolat, gratuité. On va faire des dégustations de grands crus de Bordeaux qui seront gratuites, elles aussi, parce que je travaille avec mon ami Denis Molin, le libraire, l'Académie du vin de Bordeaux, parce que je travaille avec Jean-Claude Didet, qui est professeur au Conservatoire de Bruxelles, et on va faire du théâtre gratuit pour les gens et qui ne sont pas des professionnels du théâtre, et on va continuer dans cette logique-là, bénévolat, gratuité et édification personnelle. La culture
c'est pas ce qui sert de marqueur. On dit pas, mais moi, je connais ceci, je connais cela, et vous, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Oui, mais moi, je suis cultivé, vous, vous ne l'êtes pas. Ça ne m'intéresse pas. La culture, pour moi, ça réunit. C'est-à-dire, si on peut goûter un vin, si on peut écouter une pièce de théâtre, si on peut débattre sur une question philosophique, et si on peut le faire avec des gens qui sont modestes, c'est-à-dire dont ça n'est pas la profession d'être philosophe, alors je suis le plus heureux des hommes. Moi, j'aime que la philosophie, comme dans l'Antiquité, elle puisse concerner des boulangers, des poissonniers, des charpentiers, enfin des gens, des artisans. C'est comme ça que ça se passait avec Diogène, avec Socrate sur l'agora, et c'est comme ça que ça devrait pouvoir se passer aujourd'hui. On parle aux gens qui ne sont pas des professionnels des idées ou des professionnels de la philosophie. On va parler aux gens de vin qui ne seront pas pour autant des œnologues. On va parler de théâtre aux gens qui ne sont pas forcément des critiques de théâtre ou des acteurs ou des gens de la corporation. Alors, à vous écouter, ça donne envie. Est-ce que l'éducation nationale pourrait s'inspirer de ce que vous faites? Non, parce que le propre de l'éducation nationale, c'est de se servir de la culture comme d'un marqueur. C'est pourquoi les gens aiment si peu lire, aiment si peu la peinture, la musique, la littérature, puisqu'on les ennuie avec ça, puisqu'on les fatigue, puisque Baudelaire, ça sert à passer le bac, ça sert pas à prendre le plaisir de la lecture du poème. Il faut qu'on sache ce que c'est qu'un alexandrin, une rime plate, une rime croisée, une rime embrassée, un sonnet, comment ça se construit. On peut pas aimer la poésie dans ces cas-là. Donc l'éducation nationale, elle produit des diplômés qui eux-mêmes vont prendre leur place dans la société pour faire de telle sorte qu'il y ait des puissants et des misérables. Nous, ce qui nous intéresse à l'université populaire, c'est qu'il y ait de l'édification personnelle. C'est-à-dire qu'un poème ne soit pas lu pour passer le bac ou pour passer un diplôme, mais qu'il soit lu pour qu'on y trouve du bonheur, du plaisir, de la joie, ou qu'on puisse donner un sens à son existence parce qu'on aura lu Ronsard, René Char, ou parce qu'on aura lu un texte de Platon ou de Montaigne et qu'on aura mis ça en relation avec sa propre vie privée. Et quand je viens à Paris et que je suis dans des taxis et que les chauffeurs de taxi me disent « Ah, mais je vous ai entendu, etc. » et que j'ai des discussions philosophiques avec des chauffeurs de taxi qui me disent « Mais vous m'avez fait découvrir Diogène. Et Diogène, c'est drôlement plus intéressant que Platon. » Et la personne en question est en train de conduire son taxi. Je me dis « Je suis le plus heureux des hommes. » Bien plus heureux que si j'étais docteur honoris causa de l'université parisienne, ce qu'évidemment on ne me proposera pas. Et c'est fort heureux. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en ce moment, on a l'impression qu'il y a une appétence générale pour la philosophie. Il y a d'ailleurs ces cafés philo qui se multiplient, où on a la possibilité d'appréhender la philosophie aussi un petit peu différemment. Je sais que c'est pas votre tasse de thé, sans mauvais jeu de mots, ces cafés philo. Pourquoi? Parce que j'avais dit à un moment donné que faire descendre la philosophie dans la rue, c'était pas forcément la mettre sur le trottoir. Et il y a effectivement des gens qui... C'est une jolie formule, mais... Oui, c'est pourquoi je vous dis que j'ai dit. Mais c'est une formule, mais elle fait sens. C'est-à-dire que il y a eu un petit livre qui a été écrit sur les cafés philo, il n'y en a pas 36, mais qui fait la sociologie des animateurs de cafés philo. La plupart des animateurs de cafés philo n'ont jamais fait d'études de philosophie. Iriez-vous vous faire opérer de l'appendicite chez un chirurgien qui n'aurait jamais eu de diplôme de chirurgie? Sûrement pas. Vous n'iriez pas confier... Charles Pépin, Luc Ferry, tout ça pour vous, ce sont des... Ah non, je parle pas d'eux. Non, je parle pas d'eux. D'abord, Pépin, Ferry, c'est pas exactement la même chose non plus. Non, mais les deux animent... Luc Ferry, je crois pas qu'il fasse des cafés philo. Au théâtre, c'est un peu différent, mais enfin, ça revient à ça, à peu près. Luc Ferry se fait payer pour ce que je fais, moi, à Caen, et il met de l'argent en jeu dans ce qu'il fait. Luc Ferry se fait payer. Et les gens qui font des cafés philo, au moins, eux ne se font pas payer. Mais non, je ne donne pas de nom, je dis simplement que la sociologie des cafés philo montre que nombre de gens qui animent les cafés philo n'ont pas de diplôme de philosophie. Le diplôme de philosophie ne fait pas le philosophe. Simplement, il y a des moments où on ne peut pas imaginer que, par exemple, je fasse un concert de musique classique sans avoir appris à jouer du piano. Aujourd'hui, on peut faire de la philosophie sans avoir appris la philosophie. Ça me paraît un peu court. Alors, donc, ce à quoi j'aspire, c'est que les gens qui s'occupent d'animer des débats philosophiques aient une formation philosophique. Alors, vous recalez les profs de philo de l'université classique, vous recalez les cafés philo. Michel Onfray, est-ce que vous auriez pas un peu tendance à penser que vous détenez tout seul la vérité philosophique? Pas tout seul, puisque je fais une université populaire et qu'on est une vingtaine, qu'il y a aujourd'hui une vingtaine de philosophes ou de sociologues ou de psychologues qui font des universités populaires en France, que le Quai Branly, comme par hasard, a inventé une université populaire du Quai Branly. Je trouvais que c'était un bel hommage, d'une certaine manière, du vice à la vertu. Mais non, je ne suis pas contre l'université ou les cafés philo, je dis simplement qu'on fait autre chose ailleurs. Et qu'il y a une demande philosophique, et vous avez bien raison de la constater. Et je dis, face à cette demande, je dirais, il y a des offres diverses et multiples.
L'offre philosophique universitaire est élitiste. Il faut un bac, il faut s'inscrire, il faut payer, il faut passer des diplômes, il faut etc. Bon, donc ça concerne simplement des professionnels de la philosophie. Et puis de l'autre côté, c'est-à-dire du côté totalement inverse, on a des individus qui le dimanche boivent un café, parlent de je sais pas quoi, des frasques de Dominique Strauss-Kahn en saupoudrant avec un petit peu de Spinoza, un petit peu de Nietzsche, et on s'en va chacun chez soi en ayant l'impression qu'on a fait un petit peu de philosophie. Je ne suis pas contre ça, je dis simplement qu'on peut faire quelque chose ailleurs. Donc je n'interdirai pas les pratiques élitistes ou les pratiques populistes, je dirais, de la philosophie, ça fait partie du jeu. C'est le philosophe Michel Onfray, invité d'un monde d'idées toute la journée sur France Info. Avec nous depuis ce matin, le philosophe Michel Onfray. Vous publiez Le magnétisme des solstices, c'est aux éditions Flammarion. En fait, c'est le cinquième volume de votre journal hédoniste, journal écrit au fil de l'eau, où l'on suit votre cheminement philosophique, vos rencontres, mais aussi vos agacements par rapport à l'actualité, agacements qui sont nombreux, ou vos lectures, avec quand même un peu en filigrane cette détestation, pardon du mot, mais de la religion catholique qui semble quand même un tout petit peu disproportionnée par rapport à l'influence de l'Église en France en 2013. Michel Onfray, pourquoi tant de hargne ? Non, il n'y a pas de la hargne contre le catholicisme, il y a simplement un travail de philosophe contre trois religions. Je pense qu'on oublie que je dis exactement la même chose sur le judaïsme et sur l'islam. Et un certain nombre de gens ont fait de moi un antisémite, d'autres un islamophobe, d'autres considèrent qu'avec mes propos sur le christianisme, je fais un éloge du blasphème. Je dis juste, est-ce qu'on peut encore être philosophe en France ? Est-ce qu'on peut encore fonctionner comme fonctionnaient les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, c'est-à-dire en faisant fonctionner la raison raisonnable et raisonnante ? Est-ce qu'on le peut, oui ou non ? Quand vous croyez vraiment que vous êtes empêché, vous avez l'impression que la religion met une chape de plomb sur la société française de 2013 ? Oui. Je pense que oui, qu'il y a effectivement, on peut parler de l'islam. L'islam est aujourd'hui dominant et prédominant dans notre civilisation. On tourne autour de ça, on tourne autour du pot, on n'en parle pas réellement. Il y a d'un côté des gens qui nous disent l'islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour, ce qui n'est pas vrai. De l'autre côté, des gens qui considèrent que l'islam c'est immanquablement le terrorisme, c'est pas vrai non plus. Mais en revanche, c'est une religion qu'il faut déconstruire. Quand vous dites l'influence de l'Église, elle est réduite à zéro aujourd'hui en 2013, je ne crois pas. Je n'ai pas dit à zéro, mais non, j'ai dit que pas grand-chose. Pas grand-chose. Elle n'était plus majoritaire comme elle a pu l'être au début du XXe siècle. Eh bien, moi, je pense qu'elle est majoritaire dans les têtes et dans les corps. C'est pas parce que les églises sont vides que les têtes sont vides aussi du christianisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus à l'église, ou un certain nombre de chrétiens mangent du boudin le vendredi saint, ou ne savent pas ce qui distingue l'ascension de l'assomption. Ça, c'est vrai. Le christianisme est en déshérence même chez les chrétiens. Mais il n'empêche que, on va pas rentrer dans le détail, mais dans les tribunaux, dans les hôpitaux, dans les écoles, le schéma chrétien fonctionne encore. Un exemple, c'est-à-dire que dans les tribunaux aujourd'hui, dans un tribunal, vous n'avez pas un crucifix. Si vous avez un crucifix, vous allez voir, on va tout de suite avoir des problèmes parce que laïcité, etc. Sauf qu'on part du principe, qui est un principe chrétien, que nous sommes libres, que nous avons le choix. Et que si nous avons un jour violé une petite fille, c'est que nous avions le choix et qu'on a choisi le mal. Donc on pose le principe que nous sommes libres, nous disposons d'un libre arbitre, nous avons le choix, nous sommes donc responsables, nous sommes donc coupables, nous sommes donc punissables. C'est un schéma sur lequel on ne revient pas, c'est un schéma chrétien. C'est un schéma chrétien, même si on n'est pas chrétien soi-même, il a été imposé par plus de 1000 ans de christianisme. On n'a pas choisi d'être délinquant. Moi, j'ai pas choisi d'être philosophe. Je me suis pas dit un jour j'ai le choix d'être philosophe ou j'ai le choix d'être délinquant. Tiens, je vais choisir philosophe. Il se fait que ce vers quoi j'ai été porté est socialement défendu ou défendable, alors que si j'avais été violeur, par exemple, ça n'aurait pas été socialement défendable, donc j'aurais été puni. Je ne l'aurais pas plus choisi. Mais dans la morale catholique, tout est à jeter ? Le aimez-vous les uns les autres ? Oh, je suis pas sûr que ce soit vraiment la catégorie, enfin, ce que les chrétiens ont fait de mieux. Hein. Je dirais, aimez-vous les uns les autres, l'Inquisition, les croisades, les conquistadors, les guerres de religion, aimez-vous les uns les autres. Je pense que ça s'est pratiqué indépendamment du christianisme et que peut-être la solidarité de gauche ou la fraternité sociale, elle a fait plus d'effet en matière d'amour du prochain que les religions. Les religions, elles vous disent aimez-vous les uns les autres et puis elles vous brandissent un cimetière aujourd'hui ou un couteau dans le temps ou le bûcher sous le nez en vous disant si vous ne vous aimez pas, si vous ne nous aimez pas. Il y a deux choses.
chose, il y a Ça va l'application, mal se mais passer. il y a le principe. Il y a le principe. Oui, mais C'est comme... ça n'est pas que ça. Vous savez, il y a ça dans le christianisme, mais vous avez aussi Saint Paul qui est là avec son glaive et qui nous dit qu'effectivement, il va falloir régler les problèmes avec la violence, ou Jésus qui chasse les marchands du temple, et bien vous les uns les autres, mais vous vous prendrez un coup de fouet quand même au passage. Il y a tout dans la Bible. Il y a ce texte qui effectivement est formidable, pourquoi pas, aimez-vous les uns les autres, et puis il y a l'histoire. Et de Constantin jusqu'à aujourd'hui, aimez-vous les uns les autres, ça a quand même pas été vraiment le privilège du christianisme. Non, je pense que le christianisme produit des effets, même dans les hôpitaux, en matière de bioéthique. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on laisse mourir des gens avec des chimiothérapies terribles alors qu'il y a des cancers incroyables et qu'on massacre les corps, simplement parce que vous avez un comité d'éthique qui est en train de nous expliquer qu'on ne peut pas jouer sur les thérapies géniques, simplement parce que le gène aujourd'hui, il est confisqué par les religieux. Donc vous voyez que les gens ne sont plus dans les églises, mais qu'en même temps, si on se retrouve dans les hôpitaux, on a un abord encore judéo-chrétien du corps. Et on ne va pas travailler sur des embryons, parce que les embryons, on dit que ce sont des personnes potentielles, une personne potentielle, c'est une personne réelle. Et tout ce qui est aujourd'hui génie génétique est interdit en France. On ne travaille pas sur ce sujet-là, simplement parce que vous avez 1000 ans de christianisme derrière ça. Alors mon problème, c'est pas les églises pleines ou vides, c'est ce que Foucault aurait appelé une épistémée judéo-chrétienne, c'est-à-dire une vision des choses chrétiennes. Et je pense que cette vision des choses chrétiennes, elle fait encore la loi, y compris sur les couples, fidélité, monogamie, mariage, cohabitation, etc., etc. Vous voyez comment ça fait la loi. Alors ça bouge un peu, les homosexuels peuvent se Ça a quand marier, même bougé beaucoup mais au tant cours mieux. de ces 50 dernières années. Mais au fond, Michel Onfray, pardon de cette question directe, mais vous êtes détenteur du savoir, du mystère finalement le plus profond de l'humanité. Vous êtes en mesure de nous dire qu'il y a un Dieu ou rien. Vous n'avez aucun doute. Ben, écoutez, moi je trouve toujours très étonnant qu'on me demande à moi de faire la preuve de l'inexistence de Dieu, alors que c'est à ceux qui disent que Dieu existe d'en faire la preuve. Autrement, je vous dis, je suis venu ce matin en train, il y avait une licorne juste à côté de moi. Faites-moi la preuve qu'il n'y avait pas une licorne dans le train à mes côtés, et ce sera la Je vous preuve que demande la pas une preuve, licorne je vous demande existe. si le doute est permis ou pas. Ben, moi, c'est mon métier d'être philosophe et d'y avoir réfléchi à ces questions-là. Et effectivement, je suis athée. Je dis simplement à des gens qui nous disent que Dieu est mort, mais qu'il est descendu de la croix et que 3 jours après, il était toujours vivant, ou que Dieu ouvre la mer en deux et fait passer son peuple, ou que si les gens le pensent, le croient, le disent, qu'ils m'en fassent la démonstration. Pour l'instant, permettez-moi d'être sceptique, ou du moins, même, non, je supprime sceptique, mais permettez-moi de ne pas croire à ces fariboles. Je ne crois pas en Dieu, maintenant que des gens y croient. Je le sais bien, il y a des gens qui croient aux soucoupes volantes, comme Raël, il y a des gens qui croient à la réincarnation, il y a des gens qui pensent que les tables tournent, et je Et donne tout ça, c'est simplement... du même ordre. Oui, pour moi, oui. C'est de la pensée magique, c'est de la fiction, ce sont des histoires pour les enfants, c'est la même chose que le Père Noël. Et en même temps, dans votre livre, toutes les 2 pages, vous revenez sur Dieu. Il y a une forme d'obsession. Je crois pas, non. Ah, si je l'ai lu attentivement, c'est étonnant. On va pas faire de Euh, la psychanalyse, mais je crois pas, je parle d'art. Enfin, je sais pas, peut-être vous avez raison, il faudrait que je lise 4 pages pour voir si vous avez 2 fois raison. Mais en même temps, c'est quand même le gros problème. C'est difficile d'être athée aujourd'hui, on est seul. On est vraiment très seul. C'est-à-dire que les gens qui ne croient qu'au réel, enfin Nietzsche disait de la philosophie qu'elle devait permettre de se contenter du monde donné. Il y a peu de gens qui se contentent du monde donné. Il y a des gens qui veulent un arrière-monde, qui veulent un au-delà du monde, et qui veulent qu'après la mort, la vie continue, qui veulent qu'il y ait des expériences. Alors aujourd'hui, on va trouver ridicule ce que le christianisme enseigne au Vatican, mais en même temps, on nous explique qu'il y a des gens qui ont expérimenté l'après la mort, et qu'ils sont revenus, et qu'il y a un grand tunnel lumineux, ou ce genre de choses, ils ne s'aperçoivent même ce que pas. raconte Didier Van Kovlar dans le livre qui vient de paraître. Oui, voilà. Bon, ben, vous voyez qu'effectivement, la pensée magique fait toujours la loi, que les gens sont dans l'irrationnel et dans le désir de déraisonnable, et qu'il en va du travail de philosophe de déconstruire la déraison. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et comme Dieu est quand même assez emblématique en matière de déraison, ben, effectivement, il est souvent présent sous ma plume. Merci Michel Onfray, merci d'avoir accepté notre invitation. Puis évidemment, je renvoie à ce livre qui paraît Le magnétisme des solstices, c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Bonjour Michel Onfray, Bonjour. très heureux de vous accueillir. Vous êtes philosophe, peut-être l'un des plus célèbres aujourd'hui en France, en tout cas parmi les vivants, traduit dans 25 pays, créateur de l'Université populaire de Caen. Vous publiez Le magnétisme des solstices aux éditions Flammarion, on y viendra tout à l'heure. Commençons peut-être par cette préface que vous signez, celle du livre de Didier Pleu, Françoise Dolto, La déraison pure. Vous y allez
au vitriol, Michel Onfray. Vous parlez d'une femme toxique qui discrédite parents, éducateurs et enseignants. Mais qu'est-ce que vous reprochez à Françoise Dolto? Rien de très particulier, il suffit juste de l'écouter, de se dire qu'elle a dit beaucoup de sottises en matière de pédagogie, d'éducation, et que pendant des années, elle a servi une soupe sur les ondes qui a été terrible, en laissant croire aux parents que les enfants étaient le centre du monde, que les parents étaient toujours coupables, que les enfants voulaient, pour les garçons, coucher avec leur mère et tuer leur propre père. Il y a une espèce de délire sur l'idée que les inconscients communiqueraient, qu'on n'aurait même pas besoin du langage. Enfin, une pensée totalement magique qui a eu droit de citer parce que c'était la psychanalyse, parce que c'était une femme, parce que c'était la radio. Et elle a fait beaucoup de mal, me semble-t-il, parce qu'il suffit de regarder aujourd'hui où en sont les relations parents, enfants, ce que sont les enfants qu'on n'a pas construits, qu'on a déconstruits. Et je pense que je n'y vais pas au vitriol, parce que quand on se contente de lire ce qu'elle a écrit, d'écouter ce qu'elle a dit pendant des années, c'est sidérant de bêtises. Mais en même temps, c'est l'époque. Et on a dit Mais beaucoup de on bêtises. peut s'opposer à une école de pensée, Michel Onfray, sans vouloir décrédibiliser totalement quelqu'un, en affirmant qu'elle était pétiniste et que là, du coup, on peut plus l'écouter, Mais quoi. j'ai pas dit ça. J'ai juste dit. Ah non, 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 mais j'ai pas dit elle est pétiniste donc on ne peut plus l'écouter. J'ai dit on ne peut plus l'écouter parce qu'elle dit des bêtises, virgule, elle était pétiniste, virgule, elle a menti sur son enfance et son adolescence, virgule, etc. C'est-à-dire donner des informations. Ce qui est sidérant, c'est que ça se retourne contre moi, en l'occurrence contre Didier Pleu, mais je veux dire ça se retourne contre moi simplement parce que je dis la réalité. C'était la même chose avec Freud. On m'a traité de nazi, Elisabeth Roudinesco m'a traité d'antisémite, etc. Ouais, parce alors que d'ailleurs, Elisabeth Roudinesco conteste. Hein, évidemment, non, mais c'est son ouais, métier de ouais. contester la vérité. Donc, elle en a fait une profession. C'est-à-dire, Freud, par exemple, défend Mussolini, défend Dollfuss, qui est un fasciste, et c'est moi le fasciste. Parce que j'ai dit que Freud défendait les fascistes. On dit de Françoise Dolto qu'elle était abonnée à l'Action française, qu'elle avait des sympathies pour Pétain et que dans certaines lettres, elle dit heureusement que le maréchal arrive, ça va nous sortir de ce mauvais pas. Et c'est moi le méchant. Et ça, Elisabeth Roudinesco le reconnaît d'ailleurs. Bah, elle aurait du mal à... Enfin, je veux dire, Mm, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont dites là-dedans, qui sont vérifiables dans les correspondances, dans l'œuvre et dans le restant. Maintenant, c'est la pensée magique. Il y a des gens qui, dans les années 70, croyaient que la vérité du prolétariat était en Union soviétique et que la vérité des relations humaines se trouvait dans l'inconscient. Aujourd'hui, on en est revenu de l'Union soviétique, mais il y a toujours des gens qui considèrent que l'inconscient freudien, c'est l'inconscient tout court. C'est la névrose de Freud qu'on nous a présentée comme une vérité scientifique. Heureusement que les jeunes générations n'y croient plus beaucoup. La vieille génération, dont Elisabeth Roudinesco, y croit encore. Et cette vieille génération, elle est encore au pouvoir parce que, enfin, elle est encore beaucoup au pouvoir dans la presse. Il y a beaucoup de gens qui défendent cette vieille fiction freudienne ou dans un certain nombre de cabinets où aujourd'hui, ces gens-là font la loi. Didier Pleu est psychologue à Caen et il me dit toute la misère qu'il a pu récupérer simplement parce qu'on a fait savoir aux parents qu'ils avaient tort et que leurs enfants avaient systématiquement raison, qu'il n'y avait plus de loi en matière de pédagogie et que finalement il fallait laisser l'inconscient parler, il fallait laisser les enfants s'exprimer, qu'ils avaient le droit de crier, de sauter sur les sièges, de déchirer tout et de déchiqueter tout. Il y avait probablement une responsabilité, pas probablement, sûrement une responsabilité des parents et que les enfants n'étaient coupables de rien. Didier Pleu a écrit un certain nombre de livres sur l'enfant roi et il fait effectivement la démonstration que les enfants ont besoin d'éducation, de loi, d'autorité, d'ordre avec des choses du genre ça se fait, ça ne se fait pas, ça se dit, ça ne se dit pas, on se comporte comme ceci mais on ne se comporte pas comme cela. Françoise Dolto donnait systématiquement raison aux enfants et tort aux parents sous prétexte qu'ils éduquaient mal leurs enfants parce qu'ils ignoraient les mécanismes de leur inconscient. Mais C'est une fiction. Michel Onfray, il n'y a pas un peu de mesure à avoir? Il n'y a rien à sauver dans le travail de Françoise Dolto? Il y a des choses à sauver, mais indépendamment de Dolto ou de Freud, il y a des choses à sauver dans l'idée que la psychologie, et pas seulement la psychanalyse, mais la psychologie a surgi au XIXe siècle et nous a dit que nous étions fabriqués par un inconscient. L'idée que notre inconscient soit freudien, c'est une fiction. Que l'inconscient existe, ça oui, mais pas seulement l'inconscient de Freud. Aujourd'hui, quand on dit inconscient, tout le monde pense inconscient freudien. Et c'est bien la preuve qu'effectivement, il y a eu une espèce de totalitarisme du freudisme parce qu'il y a un inconscient et qu'il n'est pas obligatoirement freudien. Alors l'intérêt, si vraiment vous voulez me faire dire des choses positives sur la psychanalyse, c'est qu'effectivement, la psychanalyse a mis sur le devant de la scène qu'il y avait en nous des forces sombres, obscures et qu'il fallait s'en occuper. D'accord, allons-y pour ça. Mais la psychanalyse s'en est mal occupée. Donc on peut s'en occuper autrement, différemment. Il y a un tas de psychologues, de jeunes psychologues, et une nouvelle génération de psychologues aussi, qui est capable aujourd'hui de penser l'inconscient, mais complètement libéré de Freud, comme d'autres à gauche sont capables de penser la gauche, indépendamment de Marx, de Lénine, de Mao, de Trotsky et des vedettes des années 70.
Voilà, je renvoie en tout cas à la lecture de ce livre et de cette préface, un livre écrit par Didier Pleu, Françoise Dolto, La déraison pure. C'est aux éditions Autrement. Michel Onfray, vous êtes notre invité toute la journée. On se retrouve tout à l'heure. Puis le philosophe Michel Onfray, parlons de cette université populaire que vous avez créée il y a une dizaine d'années à Caen. Vous racontez tout ça dans un petit livre aux éditions Librio, Rendre populaire la raison. L'idée, c'était d'enseigner la philosophie autrement. Mais qu'est-ce que vous reprochez aux universités classiques? C'est plutôt l'université classique qui me reproche des choses. Moi, je fais rien contre l'université classique. Vous avez créé cette université voilà. en réaction tout de même. Non, parce que moi, quand j'ai soutenu ma thèse, ma directrice de thèse m'a proposé de rentrer à l'université, de devenir professeur d'université. J'ai refusé. J'étais prof dans un lycée technique. Je suis resté 20 ans avec mes élèves de lycée technique. Donc, je ne suis pas un frustré de l'université. Je n'ai pas fait ça en disant j'aurais aimé être professeur à l'université. J'ai refusé. Donc, je l'ai fait simplement parce que l'université officielle, elle enseigne des choses institutionnelles. Elle enseigne que Platon est un grand philosophe, qu'avant Platon il y avait des présocratiques, etc., etc. Et puis on s'aperçoit que Platon est peut-être un grand philosophe, mais Démocrite est sûrement plus grand. Et que les gens qu'on nous présente comme des présocratiques, certains survivent 40 ans à Socrate. On se dit tiens c'est drôle, moi j'ai fait 8 années à l'université, on m'a jamais enseigné ça. On m'a enseigné même des choses qui allaient à l'inverse de ce que l'évidence nous enseigne quand on va voir directement les textes. Et puis, l'université, elle enseigne des choses qui sont utiles et qui sont monnayables. On a un diplôme, puis on peut passer des concours, puis on peut devenir professeur, et puis voilà. Mais on n'a pas besoin de philosophie pour vivre quand on est à l'université. On peut être kantien dans son cours, c'est-à-dire exprimer l'excellence de la morale, et puis quand on sort, violer des petits garçons. Donc il y avait une espèce de séparation entre ce qu'enseignaient les enseignants et ce qu'ils pratiquaient, ce qu'ils vivaient. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de retrouver l'esprit de la philosophie antique, c'est-à-dire qu'on enseigne ce qu'on pratique. Et on pense ce qu'on pratique. C'est-à-dire que la philosophie, ça sert à vivre, à bien vivre, à mieux vivre. Et s'il y a intérêt à lire Montaigne, c'est pas de savoir combien de fois il aura cité Épicure ou combien de fois Sextus Empiricus, mais c'est de savoir comment lui vivait dans sa tour, non loin de Bordeaux, et comment nous pouvons vivre, pas forcément dans notre tour, mais comment on peut inventer notre existence. Donc ce que j'ai voulu faire dans mon cours, mais on oublie souvent que l'université populaire, c'est une quinzaine d'amis, une vingtaine d'amis, qui enseignent notamment la psychanalyse, parce que je souhaite que ça puisse être contradictoire, qui enseignent l'histoire de l'art, l'architecture, la musique, la littérature, la politique, etc. Parce que je souhaite que ce soit des lieux de débat et d'investissement personnel. On est tous bénévoles, on n'est pas payés. Dans la rue, c'était pas forcément la mettre sur le trottoir. Et il y a effectivement des gens qui... C'est une jolie formule, mais... Oui, c'est pourquoi je vous dis que j'ai dit. Mais c'est une formule, mais elle fait sens. C'est-à-dire que il y a eu un petit livre qui a été écrit sur les cafés philo, il n'y en a pas 36, mais qui fait la sociologie des animateurs de café philo. La plupart des animateurs de café philo n'ont jamais fait d'études de philosophie. Iriez-vous vous faire opérer de l'appendicite chez un chirurgien qui n'aurait jamais eu de diplôme de chirurgie? Sûrement pas. Vous n'iriez pas confier... Charles Pépin, Luc Ferry, tout ça pour vous, ce sont des... Ah non, je parle pas d'eux. Non, je parle pas d'eux. D'abord, Pépin, Ferry, c'est pas exactement la même chose non plus. Mais les deux animent... Luc Ferry, je crois pas qu'il fasse des cafés philo. Au théâtre, c'est un peu différent, mais enfin, ça revient à ça, à peu près. Luc Ferry se fait payer pour ce que je fais, moi, à Caen, et il met de l'argent en jeu dans ce qu'il fait. Luc Ferry se fait payer. Et les gens qui font des cafés philo, au moins, eux ne se font pas payer. Mais non, je ne donne pas de nom, je dis simplement que la sociologie des cafés philo montre que nombre de gens qui animent les cafés philo n'ont pas de diplôme de philosophie. Le diplôme de philosophie ne fait pas le philosophe. Simplement, il y a des moments où on ne peut pas imaginer que, par exemple, je fasse un concert de musique classique sans avoir appris à jouer du piano. Aujourd'hui, on peut faire de la philosophie sans avoir appris la philosophie. Ça me paraît un peu court. Alors, donc, ce à quoi j'aspire, c'est que les gens qui s'occupent d'animer des débats philosophiques aient une formation philosophique. Alors, vous recalez les profs de philo de l'université classique, vous recalez les cafés philo. Michel Onfray, est-ce que vous auriez pas un peu tendance à penser que vous détenez tout seul la vérité philosophique? Pas tout seul, puisque je fais une université populaire et qu'on est une vingtaine, qu'il y a aujourd'hui une vingtaine de philosophes ou de sociologues ou de psychologues qui font des universités populaires en France, que le Quai Branly, comme par hasard, a inventé une université populaire du Quai Branly. Je trouvais que c'était un bel hommage, d'une certaine manière, du vice à la vertu. Mais non, je ne suis pas contre l'université ou les cafés philo, je dis simplement qu'on fait autre chose ailleurs. Et qu'il y a une demande philosophique, et vous avez bien raison de la constater. Et je dis, face à cette demande, je dirais, il y a des offres diverses et multiples.
L'offre philosophique universitaire est élitiste. Il faut un bac, il faut s'inscrire, il faut payer, il faut passer des diplômes, il faut etc. Bon, donc ça concerne simplement des professionnels de la philosophie. Et puis de l'autre côté, c'est-à-dire du côté totalement inverse, on a des individus qui le dimanche boivent un café, parlent de je sais pas quoi, des frasques de Dominique Strauss-Kahn en saupoudrant avec un petit peu de Spinoza, un petit peu de Nietzsche, et on s'en va chacun chez soi en ayant l'impression qu'on a fait un petit peu de philosophie. Je ne suis pas contre ça, je dis simplement qu'on peut faire quelque chose ailleurs. Donc je n'interdirai pas les pratiques élitistes ou les pratiques populistes, je dirais, de la philosophie, ça fait partie du jeu. Et le philosophe Michel Onfray, invité d'un monde d'idées toute la journée sur France Info. Avec nous depuis ce matin, le philosophe Michel Onfray. Vous publiez Le magnétisme des solstices, c'est aux éditions Flammarion. En fait, c'est le cinquième volume de votre journal hédoniste, journal écrit au fil de l'eau, où l'on suit votre cheminement philosophique, vos rencontres, mais aussi vos agacements par rapport à l'actualité, agacements qui sont nombreux, ou vos lectures, avec quand même un peu en filigrane cette détestation, pardon du mot, mais de la religion catholique qui semble quand même un tout petit peu disproportionnée par rapport à l'influence de l'Église en France en 2013. Michel Onfray, pourquoi tant de hargne ? Non, il n'y a pas de la hargne contre le catholicisme, il y a simplement un travail de philosophe contre trois religions. Je pense qu'on oublie que je dis exactement la même chose sur le judaïsme et sur l'islam. Et un certain nombre de gens ont fait de moi un antisémite, d'autres un islamophobe, d'autres considèrent qu'avec mes propos sur le christianisme, je fais un éloge du blasphème. Je dis juste, est-ce qu'on peut encore être philosophe en France ? Est-ce qu'on peut encore fonctionner comme fonctionnaient les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, c'est-à-dire en faisant fonctionner la raison raisonnable et raisonnante ? Moi, j'ai démissionné de l'Éducation nationale, j'ai renoncé à un salaire il y a 12 ans. Mes amis ne sont pas payés, moi non plus. Aucun personnage de l'Université populaire n'est payé pour un cours donné. Et les cours sont gratuits ? Les cours sont gratuits, on ne demande rien à personne. Alors, ça a un succès évidemment considérable, et pourtant, on apprend que vous quittez Argentan, qui est le lieu historique de cette université. Pourquoi ? Non, le lieu historique, c'est Caen. C'est l'Université populaire de Caen en 2002. Après, j'ai créé une Université populaire du Goût à Argentan, qui était ma ville natale, la ville dans laquelle j'habitais. Ma compagne est décédée il y a 2 mois, et il se fait que je trouve que la municipalité m'a pas facilité la vie pendant des années. J'avais créé une Université populaire du théâtre, on m'a refusé du prêt de matériel. Enfin, je ne suis pas désiré dans cet endroit, donc je vais faire ailleurs ce que je faisais à Argentan. C'est-à-dire que l'Université populaire du Goût se déplace, elle va avoir lieu à Caen, notamment en matière d'énologie, c'est un scoop que je vous donne, et l'Université populaire du théâtre, elle va se déplacer à Chambois, qui est mon village natal, 500 habitants, et on va continuer dans le même esprit, c'est-à-dire bénévolat, gratuité. On va faire des dégustations de grands crus de Bordeaux qui seront gratuites, elles aussi, parce que je travaille avec mon ami Denis Molin, le libraire, l'Académie du vin de Bordeaux, parce que je travaille avec Jean-Claude Didet, qui est professeur au Conservatoire de Bruxelles, et on va faire du théâtre gratuit pour les gens et qui ne sont pas des professionnels du théâtre, et on va continuer dans cette logique-là, bénévolat, gratuité et édification personnelle. La culture, c'est pas ce qui sert de marqueur. On ne dit pas, mais moi, je connais ceci, je connais cela, et vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, oui, mais moi, je suis cultivé, vous ne l'êtes pas, ça ne m'intéresse pas. La culture, pour moi, ça réunit. C'est-à-dire, si on peut goûter un vin, si on peut écouter une pièce de théâtre, si on peut débattre sur une question philosophique, et si on peut le faire avec des gens qui sont modestes, c'est-à-dire dont ça n'est pas la profession d'être philosophe, alors je suis le plus heureux des hommes. Moi, j'aime que la philosophie, comme dans l'Antiquité, elle puisse concerner des boulangers, des poissonniers, des charpentiers, enfin des gens, des artisans. C'est comme ça que ça se passait avec Diogène, avec Socrate sur l'agora, et c'est comme ça que ça devrait pouvoir se passer aujourd'hui. On parle aux gens qui ne sont pas des professionnels des idées ou des professionnels de la philosophie. On va parler aux gens de vin qui ne seront pas pour autant des œnologues. On va parler de théâtre aux gens qui ne sont pas forcément des critiques de théâtre ou des acteurs ou des gens de la corporation. Alors, à vous écouter, ça donne envie. Est-ce que l'Éducation nationale pourrait s'inspirer de ce que vous faites ? Non, parce que le propre de l'Éducation nationale, c'est de se servir de la culture comme d'un marqueur. C'est pourquoi les gens aiment si peu lire, aiment si peu la peinture, la musique, la littérature, puisqu'on les ennuie avec ça, puisqu'on les fatigue, puisque Baudelaire, ça sert à passer le bac, ça sert pas à prendre le plaisir de la lecture du poème. Il faut qu'on sache ce que c'est qu'un alexandrin, une rime plate, une rime croisée, une rime embrassée, un sonnet, comment ça se construit. On peut pas aimer la poésie dans ces cas-là. Donc l'éducation nationale, elle produit des diplômés qui eux-mêmes vont prendre leur place dans la société pour faire de telle sorte qu'il y ait des puissants et des misérables. Nous, ce qui nous intéresse à
l'université populaire, c'est qu'il y ait de l'édification personnelle. C'est-à-dire qu'un poème ne soit pas lu pour passer le bac ou pour passer un diplôme, mais qu'il soit lu pour qu'on y trouve du bonheur, du plaisir, de la joie, ou qu'on puisse donner un sens à son existence parce qu'on aura lu Ronsard, René Char, ou parce qu'on aura lu un texte de Platon ou de Montaigne et qu'on aura mis ça en relation avec sa propre vie privée. Et quand je viens à Paris et que je suis dans des taxis et que les chauffeurs de taxi me disent « Ah, mais je vous ai entendu, etc. » et que j'ai des discussions philosophiques avec des chauffeurs de taxi qui me disent « Mais vous m'avez fait découvrir Diogène. Et Diogène, c'est drôlement plus intéressant que Platon. » Et la personne en question est en train de conduire son taxi. Je me dis « Je suis le plus heureux des hommes. Bien plus heureux que si j'étais docteur honoris causa de l'université parisienne, ce qu'évidemment on ne me proposera pas. Et c'est fort heureux. » Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en ce moment, on a l'impression qu'il y a une appétence générale pour la philosophie. Il y a d'ailleurs ces cafés philo qui se multiplient, où on a la possibilité d'appréhender la philosophie aussi un petit peu différemment. Je sais que c'est pas votre tasse de thé, sans mauvais jeu de mots, ces cafés philo. Pourquoi? Parce que j'avais dit à un moment donné que faire descendre la philosophie, est-ce qu'on le peut, oui ou non? Quand Vous croyez vraiment que vous êtes empêché, vous avez l'impression que la religion met une chape de plomb sur la société française de 2013? Oui. Je pense que oui, qu'il y a effectivement, on peut parler de l'islam. L'islam est aujourd'hui dominant et prédominant dans notre civilisation. On tourne autour de ça, on tourne autour du pot, on n'en parle pas réellement. Il y a d'un côté des gens qui nous disent l'islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour, ce qui n'est pas vrai. De l'autre côté, des gens qui considèrent que l'islam c'est immanquablement le terrorisme, c'est pas vrai non plus. Mais en revanche, c'est une religion qu'il faut déconstruire. Quand vous dites l'influence de l'Église, elle est réduite à zéro aujourd'hui en 2013, je ne crois pas. Je n'ai pas dit à zéro, mais non, enfin non, j'ai dit que pas grand-chose. Pas grand-chose. Elle n'était plus majoritaire comme elle a pu l'être au début du XXe siècle. Eh bien, moi, je pense qu'elle est majoritaire dans les têtes et dans les corps. C'est pas parce que les églises sont vides que les têtes sont vides aussi du christianisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus à l'église, ou un certain nombre de chrétiens mangent du boudin le vendredi saint, ou ne savent pas ce qui distingue l'ascension de l'assomption. Ça, c'est vrai. Le christianisme est en déshérence même chez les chrétiens. Mais il n'empêche que, on va pas rentrer dans le détail, mais dans les tribunaux, dans les hôpitaux, dans les écoles, le schéma chrétien fonctionne encore. Un exemple, c'est-à-dire que dans les tribunaux aujourd'hui, dans un tribunal, vous n'avez pas un crucifix. Si vous avez un crucifix, vous allez voir, on va tout de suite avoir des problèmes parce que laïcité, etc. Sauf qu'on part du principe, qui est un principe chrétien, que nous sommes libres, que nous avons le choix. Et que si nous avons un jour violé une petite fille, c'est que nous avions le choix et qu'on a choisi le mal. Donc on pose le principe que nous sommes libres, nous disposons d'un libre arbitre, nous avons le choix, nous sommes donc responsables, nous sommes donc coupables, nous sommes donc punissables. C'est un schéma sur lequel on ne revient pas, c'est un schéma chrétien. C'est un schéma chrétien, même si on n'est pas chrétien soi-même, il a été imposé par plus de 1000 ans de christianisme. On n'a pas choisi d'être délinquant. Moi, j'ai pas choisi d'être philosophe. Je me suis pas dit un jour j'ai le choix d'être philosophe ou j'ai le choix d'être délinquant. Tiens, je vais choisir philosophe. Il se fait que ce vers quoi j'ai été porté est socialement défendu ou défendable, alors que si j'avais été violeur, par exemple, ça n'aurait pas été socialement défendable, donc j'aurais été puni. Je ne l'aurais pas plus choisi. Mais dans la morale catholique, tout est à jeter? Le aimez-vous les uns les autres? Oh, je suis pas sûr que ce soit vraiment la catégorie, enfin, ce que les chrétiens ont fait de mieux. Je dirais, aimez-vous les uns les autres, l'Inquisition, les croisades, les conquistadors, les guerres de religion, aimez-vous les uns les autres. Je pense que ça s'est pratiqué indépendamment du christianisme et que peut-être la solidarité de gauche ou la fraternité sociale, elle a fait plus d'effet en matière d'amour du prochain que les religions. Les religions, elles vous disent aimez-vous les uns les autres et puis elles vous brandissent un cimetière aujourd'hui ou un couteau dans le temps ou le bûcher sous le nez en vous disant si vous ne vous aimez pas, si vous ne nous aimez pas. Alors, il y a deux choses. Il y a l'application, mais il y a le principe. Il y a le principe. Mais ça n'est pas que ça. Vous savez, il y a ça dans le christianisme, mais vous avez aussi Saint Paul qui est là avec son glaive et qui nous dit qu'effectivement, il va falloir régler les problèmes avec la violence, ou Jésus qui chasse les marchands du temple. Aimez-vous les uns les autres, mais vous vous prendrez un coup de fouet quand même au passage. Il y a tout dans la Bible. Il y a ce texte qui effectivement est formidable. Pourquoi pas? Aimez-vous les uns les autres. Et puis il y a l'histoire. Et de Constantin jusqu'à aujourd'hui, aimez-vous les uns les autres. Ça n'a quand même pas été vraiment le privilège du christianisme. Non, je pense que le christianisme produit des effets, même dans les hôpitaux, en matière de bioéthique. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on laisse mourir des gens avec des chimiothérapies terribles alors qu'il y a des cancers incroyables et qu'on massacre les corps? Simplement parce que vous avez un comité d'éthique qui est en train de nous expliquer qu'on ne peut pas jouer sur les thérapies géniques. Simplement parce que le gène aujourd'hui, il est confisqué par les religieux.
Donc vous voyez que les gens ne sont plus dans les églises, mais qu'en même temps, si on se retrouve dans les hôpitaux, on a un abord encore judéo-chrétien du corps. Et on ne va pas travailler sur des embryons, parce que les embryons, on dit que ce sont des personnes potentielles, une personne potentielle, c'est une personne réelle. Et tout ce qui est aujourd'hui génie génétique est interdit en France. On ne travaille